Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. 70 ans de Radio Bénin, clap de fin, la manifestation prit fin sur une note culturelle. Un concert a réuni 70 artistes à la plage de Fidjrosel. Les temps forts dans un instant. Pour déconstruire les préjugés, elle a lancé le manifeste des sorors, une pétition qui vise à sensibiliser le public à mieux respecter les femmes. Carmen Toudonou est l'invité du dimanche. Et puis, quelle est la norme en matière de fer à béton au Bénin? La ministre du Commerce a visité une société de fabrication de fer à béton et assimilé. Objectif, contrôler si la production répond aux normes internationales. Merci de votre fidélité. C'est par un spectacle géant que l'ORTB, avec le soutien de la Loterie nationale du Bénin, a clôturé les manifestations entrant dans le cadre des 70 ans de Radio Bénin. Un moment de détente et de divertissement qui a vu sur scène plusieurs artistes tenus en haleine, un public d'auditeurs et de téléspectateurs venus lui rendre hommage. Rachidat Biomama, Oded Dosso ont capté ces instants conviviaux. Suivez plutôt. Un show stratosphérique, un public de fans enflammés et déchaînés. Ils sont venus chanter le Happy Birthday à leur radio de cœur, désormais septuagénaire. Radio Bénin, l'ami, le fidèle compagnon qui s'invite chaque jour dans leur quotidien. C'est vraiment une soirée inoubliable, une soirée superbe qui marque vraiment les 70 ans de l'ORTB. Je ne savais pas que l'ORTB était aussi vieille, mais là je remarque que l'ORTB a vraiment fait du chemin. Sincèrement, c'est avec grande joie que nous sommes ici. Je suis là avec les amis, histoire qu'on puisse quand même soutenir la maison mère, celle qui nous a révélé surtout. C'est quand j'avais 15 ans, j'ai commencé par suivre l'ORTB à la radio. C'est ma maman qui m'a amené à écouter la radio pour les journaux, tout ce qui se passe dans le pays au fait. Et félicitations à ORTB et joyeux anniversaire, bon anniversaire. Moi je souhaite joyeux anniversaire à la radio ORTB. C'est un grand plaisir pour moi ce soir. Très beau, très beau. C'est une très belle soirée quand même. J'aime beaucoup. La fête est très belle. Sur scène, une multitude d'artistes de plusieurs générations. Eux ne se sont pas fait prier pour rendre hommage à la radio qui a accompagné et soutenu leur carrière au fil des ans. Du genre ne peut pas être en train d'être exécuté sans que je ne me sente interpellé. Donc je suis venu pour apporter ma modeste contribution pour l'éclat et la réussite de l'événement. L'ORTB m'a apporté beaucoup de choses. Il y a pas mal d'émissions, on joue mes morceaux. L'émission par exemple de Chalandi, en son temps, tous les matins on jouait mes morceaux. Et mes parents écoutaient dans tout le Nord. Donc je suis très contente. Je souhaite vraiment longue vie à l'ORTB. Moi maintenant je suis un artiste danseur. Des fois, il promouvoir les artistes danseurs de continuer ainsi et de donner l'excellence, de faire, d'être le meilleur plus qu'avant. Entre chants et pas de danse, le personnel de l'ORTB aura communié toute la nuit avec son public pour marquer les 70 ans de règne dans l'univers radiophonique de sa première chaîne, célébrée en grande pompe. On parle à présent du manifeste des sorors coordonné par l'écrivaine Carmen Toudonou. C'est un manifeste qui se veut déconstruire les préjugés et mentalités relatives à la condition des femmes. Carmen Toudonou était l'invitée de Ulvaeus Balogun. Alors c'est un texte qui a été rédigé par quelques membres du collectif Sororité Chérie. En fait, comme vous l'avez dit, nous avons publié le 8 mars 2022 le livre Sororité Chérie. Et nous étions 32 femmes. Nous sommes une quinzaine ou une vingtaine parmi ces 32 femmes qui se retrouvent dans un groupe de discussion sur les réseaux sociaux. Et en général, nous discutons de questions diverses, des questions d'intérêt général,
des questions touchant aux femmes, touchant aux enfants, ainsi de suite. Et il est arrivé qu'on ait un débat sur l'image des femmes dans la sphère publique et sur toutes ces violences verbales ou écrites qui s'exercent sur les femmes dans le domaine public, dans la rue, sur les réseaux, ainsi de suite, dans les familles même parfois. Et puis, nous nous sommes dit qu'il ne faudrait pas nous limiter à cette discussion entre 15 ou 20 personnes, mais qu'il fallait aller au-delà. Et l'idée que nous avons trouvée, c'est de rédiger ce manifeste en nous disant que peut-être que le ressenti que nous avions en tant que femmes, même en tant qu'hommes aussi, il y a des hommes qui se sont vraiment associés à l'initiative, peut-être que ce ressenti a été partagé par d'autres personnes. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée. Il y a eu un draft, nous avons corrigé ensemble, et puis nous avons publié ce draft sur différents canaux, sur différents médias. Et nous avons invité les femmes à signer et les hommes à nous aider à partager le manifeste. Et puis nous avons fait le bilan à la veille du 8 mars parce que l'idée c'était de publier le manifeste le 8 mars avec toutes les signatures. Et nous avons eu la chance de recueillir 100 signatures de femmes sur ce manifeste-là. 100 signatures de femmes, ce n'était pas évident. Mais est-ce que ce manifeste peut aider à changer les mentalités ? Nous pensons que peut-être que le manifeste ne va pas du jour au lendemain changer les choses, mais c'est intéressant déjà de poser le débat parce que c'est un sujet dont on ne parle pas tous les jours. Nous pensons que c'est déjà un début. Et si ce manifeste peut permettre aussi à une ou deux personnes de changer leur façon de faire sur les réseaux, nous pensons que c'est une chose déjà intéressante. Est-ce que vous mesurez le poids de cette tradition également qui, de jour en jour, se perpétue malheureusement et qui relègue toujours la femme dans ce rôle-là? Oui, c'est vrai que ça pèse beaucoup, mais nous ne pouvons pas rester fatalistes. Vous savez, il y a moins de 100 ans, dans un pays très, très développé comme la France, les femmes n'avaient pas le droit de vote. C'est incroyable aujourd'hui quand on y pense. Et si ça a changé, si ces choses ont évolué, c'est parce qu'il y a des gens qui ont osé à un moment donné dire il faudrait faire changer les choses. Donc, il est important de ne pas baisser les bras, de continuer à parler de ces questions parce que dans les pays ou dans les zones du monde où on n'en parle plus, figurez-vous que les acquis regressent. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui étaient possibles il y a 10 ans dans certains pays qui ne sont plus du tout possibles pour les femmes. Donc c'est important de garder le flambeau et de continuer à parler de ces questions, de les dédramatiser aussi et de faire comprendre au public que ce n'est pas une question d'avilir les hommes ou de les empêcher d'être ce qu'ils sont, mais c'est simplement dire que la femme, c'est un être humain comme l'homme et la femme mérite respect autant que l'homme. Et c'est important de permettre aussi aux femmes d'apporter ce qu'elles ont en elles pour le progrès de l'humanité. La ministre de l'Industrie et du Commerce a visité la société Fabri-Métal, spécialisée dans la production de fer à béton et assimilé. L'objectif est de contrôler si le fer à béton fabriqué au Bénin répond aux normes internationales. Le compte rendu avec Reine Ouéra et Wenceslas Awaïmo. B500B, c'est une norme internationale que vous pouvez vérifier même en ligne et c'est une norme donc européenne. Fabri-Métal, société de fabrication de fer à béton made in Bénin. Dans cette usine, tout répond aux normes internationales. Nous, on est vraiment venu mettre en place cette usine pour réellement donner une valeur ajoutée aux produits et donc proposer au Bénin un produit qui est censé être fait à l'international et surtout en Europe. Ce produit est déjà fait et produit ici par Fabri-Métal. On est capable déjà de produire ici plus de 10 000 tonnes mensuellement, mais aussi on peut agrandir cette capacité. Ici, c'est le laboratoire. Le fer à béton est soumis à toutes les vérifications. Nous soumettons donc le fer aux différents stress mécaniques et physiques. Alors, lorsque nous collectons l'échantillon, on le récupère, on le refroidit d'abord. Une fois après avoir refroidi, on prend les différentes caractéristiques de l'échantillon, c'est-à-dire y compris le poids et la mesure, et nous envoyons ça à notre machine qui va se charger donc de tirer. Donc une fois que la machine tire, le fer va se casser. Nous aurons à prendre encore les mêmes caractéristiques, mais cette fois-ci avec des paramètres qui vont changer au niveau donc de l'élasticité
au niveau donc de la longueur. Après inspection minutieuse, la ministre de l'Industrie et du Commerce est rassurée de la qualité des fers produits au Bénin. C'est plaisant de voir ici que nous avons une production aux normes internationales. Nous sommes vraiment impressionnés de voir qu'au Bénin, on peut faire ça, puisque depuis la nuit des temps, nous avons toujours importé ce type de fer. Et voir aujourd'hui qu'on a du fer à béton qui répond aux normes et surtout qui puisse satisfaire la demande locale. Quelques recommandations tout de même ont été formulées à l'endroit des promoteurs des usines de fabrication de fer à béton. Je souhaiterais que les promoteurs continuent à tenir cette rigueur, en tout cas que j'ai vue au cours de la production, de continuer à tenir cette rigueur-là, avec tous les tests qu'ils font chimiques, physiques et mécaniques. Fabrimetal couvre une superficie de 7 hectares et emploie un peu plus de 500 employés. Le Togo du Bénin, le Togo a levé en début de week-end 9 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'Afrique de l'Ouest via une émission simultanée de bons et d'obligations assimilables du Trésor. Les fonds mobilisés correspondent à 38% de l'objectif initial du pays qui s'établit à 25 milliards de francs CFA. Selon le rapport de l'émission, 6 investisseurs ont répondu à l'appel de Lomé avec un montant global de soumission estimée à 9 milliards de francs CFA. Ceci porte à 3 milliards de francs CFA le cumul des emprunts du Togo sur le marché financier régional cette année. Au Kenya, un nouveau phénomène a le vent en poupe. De nombreux Kenyans se sont mis à collecter des déchets électroniques pour leur donner une seconde vie. Un moyen de se faire de l'argent, mais aussi de protéger la planète. Dans cette décharge à ciel ouvert à Nairobi, des animaux se disputent un tas d'ordures encore fumant. Mais là où certains n'y voient que des déchets, pour d'autres, c'est une véritable mine d'or. Georges Kimani en fait partie. Chaque jour, ce Kenyan sillonne les décharges à la recherche d'équipements électroniques. C'est même devenu son principal gagne-pain. On se rend compte que la plupart de ces ordinateurs sont jetés à cause de petites égratignures, par exemple. Donc on les répare, on met les logiciels à jour et on les remet en vente. Une activité lucrative qui contribue également à la protection de la planète. Car la gestion des déchets électroniques reste mal encadrée par la loi. De nombreux pays occidentaux envoient simplement les leurs vers l'Afrique. Au Kenya, leur volume a dépassé les 51 000 tonnes métriques contre 3 000 tonnes en 2012. Seuls 17% sont recyclés, le reste finit souvent brûlé ou enfoui dans une décharge. Face à cette source de pollution majeure, certaines associations forment des jeunes à la réparation afin de prolonger le cycle de vie de ces objets. On apprend à nos élèves à gérer leurs déchets électroniques de manière durable. On cible des jeunes de 18 à 35 ans car ce sont eux qui innovent. Les déchets électroniques étaient responsables de 53% des émissions de gaz à effet de serre entre 2014 et 2020. Un chiffre qui risque encore d'augmenter alors que la consommation d'ordinateurs et de téléphones s'accélère à travers la planète. Et ce sera tout pour ce journal à revoir sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi.